Chez nous, donc, nous sommes une boutique de DVD, et également un éditeur de DVD. Nous existons depuis une vingtaine d'années. Et depuis 10 ans, on fait régulièrement des rencontres ici, dans cette partie-là de la boutique, où on accueille des artistes, des réalisateurs, des critiques, des comédiens. Et puis l'idée, c'est voilà, on profite de la sortie de livres ou de films pour mettre en avant un artiste ou des artistes et créer un espace de discussion voilà, avec vous. Et puis après 3 quarts d'heure, 1 heure de discussion, il y aura la dédicace du livre ou des DVD. Donc là, ce soir, on aura des livres et des DVD. Donc on est très heureux ce soir de recevoir Patrick Bokanowski, Michel Bokanowski et Jacques Kermabon. On peut les applaudir. Alors, je fais un petit rappel biographique, une petite bio, comme ça permet à tout le monde de resituer voilà, qui est qui. Donc Patrick Bokanowski, vous vivez et travaillez à Paris entre 1961 et 64. Vous étudiez la photographie, l'optique et les techniques de la chambre noire avec le peintre Henri Dimier. Depuis 1972, vous avez réalisé une douzaine de courts-métrages et 2 longs-métrages, lesquels utilisent tous des techniques expérimentales de prise de vue, d'animation et de montage. Plus spécifiquement, vous êtes intéressé aux distorsions des lentilles. Vous avez inventé diverses façons de capturer les images en utilisant des lentilles non conventionnelles, ou des transparents ou des miroirs. Votre travail se situe à la lisière du figuratif, de l'abstrait et à mi-chemin de la prise de vue réelle et de l'animation. Le travail photographique a fait l'objet de plusieurs expositions primées dans de nombreux festivals internationaux et ont été acquis par des collections importantes, dont celle du Centre Pompidou, celle des Archives françaises du film. Les musiques de tous vos films ont été composées par votre épouse Michel Bokanowski. Alors, Michel Bokanowski, vous êtes une compositrice de musique électroacoustique. Vous étudiez le piano à partir de 12 ans, mais c'est à 22 ans après avoir lu À la recherche d'une musique concrète de Pierre Schaeffer que vous décidez d'étudier la composition. Après avoir étudié l'harmonie classique, vous poursuivez des études auprès de Michel Puig, qui vous enseigne l'écriture et l'analyse d'après le traité d'Arnold Schoenberg. En septembre 1970, vous entamez un stage de 2 ans au service de la recherche de l'ORTF sous la direction de Pierre Schaeffer. Parallèlement, vous participez à un groupe de recherche sur la synthèse du son. Vous étudiez l'informatique musicale à la faculté de Vincennes et la musique électronique avec Eliane Radig. Vous composez essentiellement pour le concert, donc choré pour un pianiste, 3 chambres d'inquiétude, tabou, cirque, l'étoile absinthe, chambre d'ombre, enfance, et vous composez pour le cinéma, musique des courts-métrages de Patrick Bokanowski et de ses longs-métrages, L'Ange et un rêve solaire. Vous avez également composé pour la télévision et le théâtre. Jacques Kermabon, vous êtes rédacteur en chef de Bref pendant une vingtaine d'années et vous êtes chargé de cours aux universités Paris 3 et Paris 1. Vous êtes rédacteur en chef de Bling Blanc, semestriel consacré au cinéma d'animation, et vous êtes programmateur de l'Institut audiovisuel de Monaco. Parmi vos publications, chez Yellow, les vacances de Monsieur Hulot, Madame De, il y a une encyclopédie du court-métrage français, un ouvrage du Praxinoscope au cellulo, un demi-siècle de cinéma d'animation, donc ça c'est 2007. Et puis là, on est très heureux de voir arriver aux éditions de l'Œil, que je remercie en passant, cet ouvrage, Patrick et Michel Bokanowski à la croisée des mondes. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est conséquent, qui pèse son poids, qui est d'une richesse incroyable. 900 grammes, donc Patrick précis. Il faut être précis sur les objets. Donc, moi, je suis très heureux de vous recevoir à la boutique. Et puis, ça m'a permis de me replonger dans votre cinéma, dans votre travail. Alors, peut-être une petite introduction de la part de toi, Jacques. Qu'est-ce qui fait que... Voilà, comment est né ce projet et qu'est-ce qui fait qu'on t'ait appelé, on t'ait dit, tiens, les Bokanowski, voilà, il faut faire quelque chose autour de leur travail. D'abord, merci de nous accueillir pour dire quelques mots sur ce livre. Je me doutais que tu me poserais cette question. Et en fait, j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que je connais le cinéma de Patrick et Michel depuis que je suis adolescent à peu près. J'ai vu les premiers courts-métrages et
je les ai vus au fur et à mesure qu'ils ont été réalisés, donc bon, je ne vais pas détailler tout ça. Donc, en mais fait, le premier contact quand même avec leur cinéma, c'est intéressant. C'était La femme qui se poudre ou Le déjeuner du matin, je ne sais plus très bien si j'ai vu le premier. Et tu l'as vu où? Dans quel... Je l'ai vu dans un endroit qui s'appelle, qui était à Villeparisis. À l'époque, je faisais partie d'un ciné-club, le ciné-club Renoir, et on organisait des week-ends avec des courts-métrages. Et donc, dans un de ces week-ends, j'ai découvert, voilà, donc j'ai vu ça, je me suis dit, le cinéma, ça peut aussi être ça. Ça a été vraiment une révélation. Et je pense que c'est un des éléments, un des films qui m'a ouvert aussi à ce qu'on appelle, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler autrement, le cinéma expérimental. Bon, mais donc voilà. Et voilà, donc ça là depuis, oui, c'est une vieille passion. Hein, donc, mais j'ai jamais pensé faire un livre. C'est très étrange. On a fait une fois un entretien. Patrick déteste les entretiens, donc on a réussi à faire ça une fois. J'ai écrit sur pas mal de ces films. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a 2-3 ans, je croisais Gaël Técher des éditions de l'Œil. Et j'ai dit, tiens, pourquoi est-ce que ça te dirait, tu ne crois pas qu'on pourrait faire un livre sur les... Il m'a dit oui. Et c'était vraiment absolument pas prémédité. Et comme Gaël est fou, on le sait, il a des projets absolument délirants. On parlait d'un livre qu'il vient d'éditer sur Satyajit Ray qui fait 900 pages, très illustré et tout ça. Il se trouve qu'il connaissait bien, en partie le cinéma, ce cinéma-là, que pendant un moment même il avait envisagé de l'éditer en DVD, puis c'est d'autres qui l'ont fait. Oui, ça a dû revoir les éditions Revoir. Les éditions Revoir qui ont fait la dernière édition en Blu-ray avec des copies numérisées, restaurées, un très beau travail, plein de bonus, de documentaires. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, je l'ai proposé à Gaël, il m'a dit oui. Donc j'étais obligé de le faire après, c'est ça. Patrick, alors je vous pose une question rituelle à laquelle vous avez déjà répondu, mais que je pose à tous mes invités, à savoir leur premier souvenir de film, leur première image. C'est bon, c'est allumé. Non, c'est bon, vous ne touchez à rien. Votre premier souvenir? Oui, le premier film que j'ai vu, c'est Dumbo l'éléphant volant. Alors, Dumbo l'éléphant. Alors, on va changer de micro. Mettez-le bien sous le manteau. Donc, c'est Dumbo l'éléphant volant, Walt Disney. Je l'ai vu ça, je crois que c'était Porte-Maillot, au Cirque Pinder qui était installé. Et le deuxième film que j'ai vu, ce que je t'ai dit tout à l'heure, mon grand-père m'a amené à 5 ans voir un film policier avec James Cagney. Et j'ai pleuré, c'était pas pour moi. Voilà les deux premiers films qui n'ont aucune influence sur mon travail. On a la réponse. Michel, même question. Premier souvenir de cinéma. Moi, j'ai un souvenir très alors, fort. utilisez votre micro. Pardon, j'ai un souvenir très fort, mais ce n'est pas forcément le premier. Mais ma mère et ma grand-mère m'avaient emmené voir Les Chaussons Rouges. Ah. J'ai pleuré pendant le film, j'ai pleuré après, j'ai pleuré en rentrant à la maison, j'ai pleuré toute la nuit, j'ai pleuré le lendemain. Finalement, ma mère a appelé le docteur. Et tu pleures encore? Et je pleure encore en le C'est un voyant. film qui finit mal, il faut le dire. C'était à quel âge? Ben, je devais avoir 7-8 ans. Et qu'est-ce que... est-ce que ça a créé une sorte d'intimité comme ça avec la salle de cinéma ou pas du tout? Ou c'est pas par ce biais-là que c'est passé, Patrick? Non, c'est pas du tout comme ça. Moi, j'ai souvenir qu'il y avait une projection à la Cinémathèque, il y avait une fois par an Avant-Garde. Et tu avais toujours, tous les ans, les mêmes films, L'Étoile de mer de Man Ray, Le sang d'un poète de Cocteau, Le chien andalou, toujours les mêmes, films de Man Ray. C'était des chefs-d'œuvre quand même. Mais c'était un enchantement ou c'était rasoir? Ça me passionnait. Ah oui, d'accord. Et Okay. finalement, ça m'a passionné plus que les films classiques que j'aimais beaucoup aussi. Ouais. Voilà. Donc ça a une influence. Et c'était au début, c'était même rue d'Ulm, à la Cinémathèque. Michel, vous, après les pleurs des chaussons rouges Moi, la salle de cinéma, oui.
J'aime beaucoup ça. Ouais. Donc j'aime beaucoup les salles de théâtre aussi. Ouais. Mais il n'y a rien de spécial. Ouais, il n'y a rien de... Non, non. Mais c'est ce que dit bien aussi le livre et l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose par rapport au travail d'artiste qui refuse un peu les catégories du cinéma, de la peinture, de la photographie. Il y a toute une correspondance, moi, que j'aime beaucoup dans le dernier chapitre, où vous parlez de ça, Patrick. Peut-être nous dire un mot sur votre approche du cinéma. Écoute, au début, j'avais deux voies possibles. Il se trouve qu'à la fois j'étais passionné par ces films d'avant-garde, aussi par Norman McLaren, et en même temps j'étais très ami avec Claude Berry, moi j'avais 17 ans et Claude avait 27 ans. Et en fait, il y a eu deux choses symétriques, c'est-à-dire que j'étais assistant dans le premier film de Claude Berry, qui s'appelait Janine, et qui est attribué à Piala. Et ce qui est amusant, c'est que... c'est pas un court-métrage? C'est un court-métrage. Et Piala, Claude Berry disait, il y a un vieux qui va nous aider. C'était Piala qui avait 30 ans, le vieux. Et en même temps, je commençais à être intéressé par l'avant-garde. Et j'ai été chez ce même peintre pendant 2 ans, Dimier. Donc j'ai pas fait une école de cinéma, mais j'étais pendant 2 ans avec un espèce de prof particulier qui était Henri Dimier, un peintre qui était très connaisseur de toute l'histoire de la peinture, de l'optique, etc. Parlez-nous de ces années quand même un petit peu. Pardon ? Parlez-nous de ces années quand même avec Henri Dimier. Henri Dimier était le fils d'un historien d'art qui s'appelle Louis Dimier, spécialiste de l'école de Fontainebleau. Et ce qui fait que le peintre Henri Dimier était très connaisseur, et en plus d'être peintre, il était très savant et très passionné par les problèmes d'optique. Et je ne sais pas pourquoi il a accepté que j'installe mon labo. Je faisais beaucoup de photos, et il a dit, il a débarrassé une pièce chez lui qui était une mansarde, et j'avais mon labo là. Et pendant 2 ans, il m'a dit, j'ai des tas d'idées en optique et en photo, je ne le ferai jamais, mais si vous voulez travailler avec moi, on fera ça. Donc j'étais pas il considérait que j'étais pas son élève, parce que j'étais pas peintre, mais que j'étais un collaborateur pour des essais que lui ne ferait jamais. Et ça m'a donné ce que je cherchais, c'est-à-dire une sorte de maître extraordinaire privé. Et donc ça fait une école un peu différente. Et après, j'ai appris tout seul le fonctionnement des caméras, des lentilles, tous les mécanismes. Mais j'avais une impulsion énorme par ce peintre qui d'habitude avait des élèves en peinture. Voilà, j'espère avoir répondu à ce que tu voulais. Non, mais complètement, parce que quand moi j'ai découvert aussi une partie de ton travail, et je vois que ton travail il dialogue en permanence avec la peinture. Il y a un dialogue permanent avec... je voyais les derniers travaux, je me disais, tiens, ça me fait penser à Hockney. Et tu en parles. On voit évidemment dans l'ange tout le passage de la cruche et tout ça, on se dit, mais cette lumière, je connais cette lumière, ça nous fait penser quand même à Vermeer. Et on sent qu'il y a un dialogue comme ça qui irrigue ton travail. Parle-nous peut-être de ça, et toi, ton regard sur la peinture, comment il a été travaillé. Et quel peintre a été nourricier, quoi. Je sais pas, je veux bien en parler, j'espère que c'est pas... Ah ben non, avec Dimier, tous les jours, je travaillais dans son atelier, et à 5 heures, on faisait le tour de toutes les galeries de Paris. Donc, en 1970, j'ai connu, avant que Picabia soit connu, il m'a amené chez la galerie Furstenberg, place Furstenberg, chez Simone Collinet, qui était la première femme d'André Breton. Et là, j'ai vu les premiers Picabia. Picabia n'était pas du tout connu et ne valait pas cher à ce moment-là. Ça a explosé après. Il m'a amené... J'ai été ami avec tous ces copains peintres qui sont parfois pas du tout connus. Un d'entre eux, le sculpteur Priner, qui devient très connu, Maurice Baskin, l'alchimiste, Henri Domecq. Enfin, dans les peintres, ils peuvent être excellents, et la vie de la peinture, ça peut être différent. Lars Boe, le peintre danois, etc. Donc tous les jours à 5 heures, on allait le tour des galeries, et ils pensaient que c'était une bonne formation.
Voilà, voilà Ok. ce que je peux te dire. Michel, Mais tu as toujours été passionné par la utilisez peinture. le... Ah, pardon. Toi, tu as toujours. Tu voulais même peut-être être peintre, non? Notre rentrée. Mais on a... Non? Jacques me torture en disant que je suis peintre. Moi, je sais ce que c'est qu'un peintre et la qualité de la peinture. Oui, Je mais suis tu pas à ce fais niveau-là. tout le temps de la peinture. Oui, mais c'est parce que je suis un peu dingue. Alors oui, en effet, dans l'ouvrage, ne lui dites pas qu'il est peintre. Donc ça, c'est vraiment noté. Voilà. Mais par Il contre... il peint toujours. Il peint toujours. Il passe son temps à peindre. D'ailleurs, le dernier film que j'ai fait s'appelle Gribouillovski parce que ce sont des gribouillis. Ben voilà, c'est ça. Alors non, mais il y a tout un chapitre sur, sur tes dessins. Hein, alors c'est intéressant, parce que j'ai appris quelque chose, c'est que tu dessinais les yeux ouverts, mais tu aussi dessinais les yeux fermés. Alors, Non? Oui? si, j'ai Michel n'est pas d'accord. Michel, dans les histoires dont tu parles de rapport avec la peinture dans mes films, j'ai beaucoup travaillé avec le frère de Michel, Christian Deninos, qui lui est un vrai peintre. C'est-à-dire qu'il peut... Il y a les faux. Il y a les faux. Oui, il y a les faux peintres et les vrais peintres. Et Christian était un peintre super doué, et il a travaillé avec moi pour les films, et il m'a aidé pour des décors et des costumes et des masques. Et pourquoi je te parle un jour, il m'a parlé de 2 techniques pour essayer de changer ses habitudes en dessin, dessiner de la main gauche et dessiner les yeux fermés. Et il se trouve que dessiner les yeux fermés, ça m'a passionné. Le principe, c'est qu'il faut avoir des kilos de feuilles de papier et il faut dessiner avec acharnement. Et 9 dessins sont à mettre à la poubelle et il y a un dessin qui dépasse ce qu'on voudrait faire, ça dépasse la volonté et parfois ça marche. Donc je me suis passionné pour ça et pendant 15 ans peut-être j'ai dessiné des dessins les yeux fermés. Et comme dit Jacques dans le livre, il y a un peintre très connu, c'est De Kooning. De Kooning. qui dit que les meilleurs dessins qu'il a jamais fait, c'est comme ça. Donc c'est une technique qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a servi ensuite à faire des décors moins conventionnels. Ça va? C'est pas trop ennuyeux? Non, mais c'est passionnant. Non, c'est Ça pas. va, ça fait le coup. Bon, s'il y a des questions, évidemment, levez le bras, n'hésitez pas, qu'on soit pas... voilà. Ici, le peintre avec Je les mettrais traits qui des vibrent. énormes gants comme ça. Pardon? Le peintre Avec du papier avec dans les le traits bout qui des doigts. vibrent. Donc tu vois, ça c'est... J'ai pas- Le peintre, Le peintre avec les traits qui vibrent que tu parlais. Je parle beaucoup de Guardi. Ah oui, Pip il a raison parce que Pip il a fait un court-métrage explicatif sur mon travail. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est un peintre vénitien. Et Guardi, ses personnages me plaisent beaucoup, mais ils sont un peu vibrants, vibratiles. Et c'est certainement parce qu'il voyait tous ces personnages au XVIe siècle se refléter dans les canaux. Donc vous avez un reflet. Ça m'a donné l'idée de faire des personnages filmés dans du mercure oscillant. Je mettais une cuvette, du mercure, c'est bougé et ça donnait des personnages. Ça me permettait de filmer un peu à la Guardi. Et puis j'ai perfectionné le système. Puis par raison, ça a joué un rôle. oui. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si en dehors des peintres que vous fréquentiez aussi des cinéastes d'animation, puisque à l'époque, je me souviens très bien, on se connaît, hein, le déjeuner du matin, la femme qui se poudre, c'était des objets filmiques non identifiés, on attendait le long métrage avec une impatience très grande, et il y avait très peu de cinéastes d'animation qui étaient, comme vous, à la recherche de quelque chose d'autre. Est-ce que, par exemple, vous avez connu Piotr Kamler, qui était un Polonais, qui faisait des films... Moi, je l'ai connu parce qu'il était au service de la recherche. Il était au service de la recherche. Oui, oui. Pierre Kamler, tu l'as connu aussi. J'ai connu bien Kamler, j'ai rencontré Alexeyev. J'ai rencontré Alexeyev. Et Alexeyev et Claire Parker ont vu mes premiers essais de films. Mon cher Patrick, c'est vraiment image par image. Ah oui, sinon,
Alors oui, alors c'est de l'animation. Et j'ai eu une rencontre une fois avec le cinéaste préféré de Michel, qui est Laurie Norstein. Ah. On a rencontré une fois. On était invités dans le même festival. Je ne sais pas si on gagne à le rencontrer. Donc on attend toujours le film. Sur lequel Oui, il oui, est. j'ai vu les 20 premières minutes. Oui, moi aussi. C'est absolument génial. Splendide. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un de génial. Oui. Mais il n'est pas tellement sympathique. Norstein il y a eu un vote. Peu importe d'ailleurs, on s'en fiche. Il y a eu un vote il y a quelques années pour dire quel est le meilleur film d'animation jamais fait. Et l'ensemble de la profession des animateurs ont dit c'est le Conte des contes de Norstein que je vous recommande si Qui a été réédité en bleu. Mais maintenant tu m'as beaucoup parlé des images, mais le Mais son non, compte mais beaucoup. tu me voles ma transition. La musique est géniale, la façon dont il utilise la musique, c'est magnifique. Oui, mais je veux vous parler de votre travail, Michel. Ah, bon. Oui. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Alors, parlez, déjà votre formation à vous aussi, hein, votre formation, ça m'intéresse, et votre approche de la musique avec l'image et votre travail avec les films de Patrick. Ça s'est fait comme ça, il m'a montré le premier court-métrage, il m'a dit qu'il voulait que je fasse la musique, voilà, je l'ai faite. Oui. Je peux pas dire, il n'y a pas eu de... Alors quel instrument, Le timbre, oui, c'est très important, quelle instrumentation va choisir pour quelle image, bien sûr. Mais quel instrument vous utilisez? Pour la femme qui scout, moi j'ai utilisé une tôle des frères Bachet, qui était au service de la recherche, que j'ai joué avec un archi-violoncelle. D'accord. Voilà. Et puis beaucoup d'autres sons concrets, de l'eau, des sons, un cachet d'aspirine. J'avais mis le micro dans un verre et je lance un cachet d'aspirine. Donc déjà il y a le son de la percussion du cachet qui frappe le verre. Puis ensuite il y a toute une histoire qui se passe avec l'ébullition d'aspirine. C'est fantastique. Moi j'aimerais bien quand même que vous me disiez 2-3 mots sur Pierre Schaeffer. Moi j'ai découvert quand même des émissions radiophoniques et ça a été une découverte incroyable. Ça a été un moment incroyable quand même. Oui, pour moi aussi. Mais qu'est-ce qui vous a quel homme c'était? Qu'est-ce qui vous a transmis? Qu'est-ce que je peux pas dire. Je le connais surtout par son travail, par ce qu'il a inventé, c'est par ce qu'il a écrit, ce qu'il a inventé. Tu te rappelles ce que c'est? Quoi? À la recherche d'une musique concrète. Oui, mais... C'est toute l'histoire de la façon, comment il a inventé la musique concrète. Oui, mais quand vous travaillez avec lui, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas travaillé avec lui, mais j'étais au service de la recherche à l'époque où il dirigeait le stage, donc une fois par semaine, on avait une séance avec Pierre Schaeffer. Il écoutait ce qu'on avait fait, il commentait. D'accord. C'était très intéressant. Patrick, par rapport aux propositions de Michel, il y a un aller-retour ou il y a quelque chose qui... je l'ai épousé. C'est déjà... Je l'ai épousé. Non, ça, dans l'essence des films et de la musique. Qu'est-ce que... Dans sa proposition, dans le travail, dans ce qu'elle propose, est-ce que toi, ça nourrit... Ce qui était vraiment particulier, c'est qu'on était très ignorants l'un et l'autre. On était ignorants de tout. Et il y avait la chance des débutants. Je savais même on s'est retrouvés dans une salle de montage, avec une table de montage, et on ne savait même pas l'allumer. Ça va décomplexer. Ensuite, on mettait les sons, tout a été... Et à côté se tournait un film porno, donc on avait des... C'était très bien. Non, mais on voulait vraiment le faire, on l'a fait. Jacques, alors... Pendant qu'on pense à ta question, je vais juste préciser que
Patrick a fait aussi 2 documentaires, dont un sur, Attends, je vais sur le dont un consacré à Henri Digné, qui s'appelle La part du hasard, où on voit Henri Digné dessiner et parler de son travail. C'est un très beau documentaire. oui, oui. Ouais, je lis parce que Patrick a fait des films d'animation, voilà. Il a fait aussi des films normaux, quoi. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Non, c'est une question à Jacques, qui a eu la modestie de ne même pas rien mettre sur lui au dos du livre, comme si l'auteur n'était même pas... tu aurais pu faire un petit encadré pour dire qui tu es. Et c'est un énorme... J'ai pas eu le temps de lire entièrement le livre, c'est un énorme travail. Je voudrais que tu nous parles de ce travail. Tu as revisionné tous les films, tu as fait quelque chose de pharaonique, c'est-à-dire parce que revoir tous les films de Patrick et Michel plan par plan, j'ai l'impression presque, non? Tu es jusqu'à là? C'est-à-dire que c'est le drame des outils dont on dispose. C'est-à-dire qu'avant, quand les gens écrivaient sur le cinéma, ils n'avaient pas les copies sous les yeux, et donc ils travaillaient de mémoire. Là, j'ai les films, donc comme c'est des films qui se recomposent à chaque fois qu'on les voit, c'est assez fascinant. Donc c'est vrai que je les ai vus, revus énormément de fois. Oui, ça c'est vrai que c'est... Mais bon, c'est aussi le plaisir de ce type de travail que d'avoir cette possibilité. Hein, oui, mais bon, c'est une vingtaine de films. Hein, Est-ce qu'au fond, les tout derniers les tout derniers, je crois qu'ils n'ont pas été édités encore. Hein, les quelques cours. Non, pas encore. Ça sera dans la... Il en fait trop et trop. Il en fait trop vite, oui. C'est ça, j'étais en train de faire le livre qu'il avait déjà fait un nouveau film, mais bon, Moi, j'aimerais bien, Jacques, que tu me parles peut-être un peu de l'ange. Il y a tout un chapitre sur l'ange, et je trouve que c'est intéressant parce que même à travers l'écriture, on voit combien c'est pas facile d'appréhender et de parler de manière traditionnelle, de manière critique traditionnelle, du travail d'un cinéaste. Et je trouve que par petites touches comme ça, je recoupais ton article avec la correspondance que Patrick avait avec Thierry Garel à la fin de l'ouvrage, où il lui parle de l'état, du moins là où en est le film, quoi. Et je trouve que c'est qu'on parle jamais aussi bien du film. On comprend le film par en racontant la façon dont on travaille. C'est aussi intéressant, mais c'est comme si c'était un objet qui n'était pas facile à attraper. Et qu'est-ce que tu... c'est certain, c'est des films... Quand on écrit sur un film, bon, quand même pour la plupart du temps, le cinéma, c'est des histoires qu'on raconte, donc il y a toujours cette façon de s'accrocher au moins à un fil. Dans l'ange, c'est des petites histoires, c'est des boucles, et en même temps, si on s'en tient à ça, on loupe l'essentiel qui est la forme, les déformations d'image. Mais comme tous les grands films, les mots sont toujours un peu impuissants. Donc on approche un petit peu du film, on donne envie, on tâtonne, mais et puis une fois qu'on a terminé, on se dit il faudrait recommencer, mais bon, c'est pas possible. Donc oui, non, c'est un travail comme ça de tâtonnement, d'approche, c'est trouver les mots qui puissent restituer un tout petit peu du mouvement du film. Et je trouvais, il y a dans une édition, je trouvais ça intéressant, je ne l'avais pas vu, je l'ai découvert assez tard, il y a l'audio description. Et donc ça c'est assez fascinant d'imaginer, parce que je pense que c'est des nécessités d'édition, enfin bon, de dire un film comme ça, qu'est-ce que c'est que l'audio description? Et je me dis que c'est en même temps, ça peut être aussi une façon différente d'aborder le film. Je me suis dit que quelqu'un, par exemple, pourrait écouter l'audio-description sans voir le film, pour voir ce qu'il imagine et ensuite découvrir le film. Enfin, ça permet comme ça de plusieurs approches du film. Mais ce à quoi je tenais beaucoup dans le livre, c'est vraiment
de croiser ce travail, comme tu disais, pictural, photographique, et de restituer un peu tout cet univers. Il paraît qu'il y a 2 personnes qui pensent que Patrick est peintre, il y a son petit-fils et moi, si j'ai bien compris. Mais ça me semblait important de dire que ça faisait partie d'un ensemble. Il y a des périodes où il ne faisait pas de films, il faisait beaucoup de dessins. Les photos nourrissent les films et réciproquement. Enfin, ça me semblait précieux de bien exposer toute cette palette de travail, parce que c'est souvent scindé en fait. Il a pu exposer dans des galeries ses dessins YF, les photos à un autre endroit, montrer les films dans des festivals ou dans des salles, mais tout cet ensemble n'avait jamais été réunis, ça me tenait à cœur. Et Patrick, peut-être aussi sur, si on reste sur l'Ange et sur l'aventure aussi du film, sa sortie, je crois qu'il a été au Festival de Cannes, je me trompe, ou pas, à la semaine de la critique. Il a été à Cannes. Oui. Il a été à Cannes. Quand on voit cet objet-là, on se dit, bon, ça a bien changé. Mais raconte-nous peut-être l'aventure de la sortie de ce film, qui est quand même un film qui est de sa sortie salle, de l'accueil du public, comment il... Le film, ça a été le vrai coup de chance qu'il soit choisi à Cannes. Et après, Muriel Rosé, qui travaillait à l'INA, m'a présenté Dominique Paigny et Claude-Éric Poirot. Dominique Paigny était à ce moment-là distributeur. Et donc, ils ont pris en charge la sortie du film, une vraie sortie, ce qui était très audacieux et courageux. Dominique Paigny a été ensuite directeur de la Cinémathèque pendant plusieurs années. Et il est entré en activité, il a quitté la Cinémathèque, il fait beaucoup d'expositions. Claude Poirot a un rôle important dans le cinéma. Donc grâce à l'enthousiasme de ces 2 personnes, le film a eu une vie, et aussi pour une raison que je ne sais pas expliquer, le film a adhéré ou a beaucoup intéressé le public japonais. Donc il est passé, paraît-il, une dizaine d'années dans une salle à Tokyo. Donc le film a eu beaucoup de chance, peut-être aussi que la période le permettait, peut-être que 4 ans après, le jury n'aurait pas choisi de sélectionner ce film. En tout cas, voilà, le film, grâce à ça, a eu une vie. Des questions encore Oui. Je vous ai écouté parler tous les 3, je me demandais en fait si vous aviez fait l'expérience de regarder vos films les yeux fermés. Et dans la même mesure, je voulais savoir si vous aviez fait l'expérience aussi de regarder vos films les yeux fermés, ou de travailler les yeux fermés de la même façon. Oui, oui. Bien sûr, ça arrive souvent. Je dis c'est des films qu'on peut regarder les yeux fermés, vous écoutez la musique. Mais aussi de la même façon pour l'image, en fait, je voulais savoir sur le travail de l'électroacoustique au niveau du son. Si vous étiez passé, comment vous travaillez, est-ce que vous êtes passé au numérique ou vous restez dans l'électroacoustique? Je sais pas. Je suis passé au numérique. Je suis passé au numérique en 2011. D'accord, et vous travaillez quel mois, quel genre de... À quelle heure? Quel jour? Quand vous dites au niveau numérique, en fait, c'est pour tout ce qui est montage. C'est-à-dire que je travaille avec un ordinateur, parce que je suis obligée, puisque lui est passé au numérique, donc il fallait que je suive. Et pour la captation des sons ou pour le montage? Pas tellement, mais pour le montage surtout, pour les mixages, pour les sons. Il faut dire... Et je suis très malheureuse parce que c'est plus moi que... J'aimais beaucoup faire le montage sur l'image et je ne suis pas capable de le faire en numérique. Je ne connais pas le logiciel. Avant, c'était une table de montage classique, Steinbeck. C'est moi qui faisais le montage du son sur l'image. Avec les bandes magnétiques sonores. Ok, merci. D'autres questions? Comment vous vous êtes retrouvé à avoir votre musique dans d'autres génies de l'animation qui sont les frères Coué? Parce que là, c'était des pièces qui étaient, je crois, déjà composées. Et eux, alors souvent leur scénario, ça part de livres ou de pièces musicales.
Et voilà, je crois que c'était une Là, vous m'interrogez sur le film avec les frères. Oui, Ouais. c'est ça. Ah Oui. oui. Comment ça s'est Eh ben, passé? ils ont voulu acheter une musique qui était finie depuis longtemps. Voilà, ils l'ont acheté, ils ont fait un film sur cette musique. Mais vous n'êtes pas du tout intervenu? Non, malheureusement. Parce que ça aurait été mieux. Moi, je pense que le film n'est pas réussi. Et je peux le dire parce que eux, je pense qu'ils pensent la même chose. Ok. C'était quel film, des frères Cohen? Il me semble Des que crocodiles. Ça s'appelle The Doll's Breath. Doll's Breath. Doll's Breath. C'est très très. Ils ont pas pris de distance par rapport à la musique. Ils sont restés très. Je trouve trop littéral. Alors, puisque tu dis ça, par rapport à l'ange, l'origine de l'ange, c'était une cantate de Bach. J'avais une commande d'une partie d'une cantate de Bach à illustrer. Et finalement, Michel et moi, on est d'accord sur le fait que prendre de la grande musique pour un film, c'est souvent mettre le film au-dessous de la musique. Si vous mettez des images sur du Bach, ça marche toujours un peu, mais Bach est le champion, vous restez en dessous. Et assez vite, j'ai pensé que c'était beaucoup plus intéressant de travailler avec Un moins bon compositeur. Ah, j'attendais ça. Oui, mais contemporain et en vie. Il faut dire que Michel fait de la musique hyper moderne, contemporaine, musique concrète, mais qu'elle est passionnée par Bach et que c'est un peu un modèle pour elle. Donc la musique qu'elle fait est souvent non pas dissonante, enfin elle me plaît sa musique, c'est dommage. Voilà. Heureusement. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on passe les extraits? Oui. Ça vous irait, Patrick? Je crois que c'est bien parce que peut-être parmi les spectateurs présents, il y a certains n'ont jamais vu des images des films de Patrick Bokanowski. Quand je parlais on se croise beaucoup avec les amis, les collègues et tout ça, et ils me disaient alors qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je disais je prépare un livre sur Bokanowski. Alors il y avait, y compris parmi les cinéphiles, là, il y en avait qui ne connaissaient pas du tout. Il y a ceux qui se souvenaient vaguement de l'Ange, parce que l'Ange est un long métrage et ça passe beaucoup par là. Et puis d'autres qui connaissaient vaguement et tout ça. Donc, et ça, je parle parmi les professionnels. Donc j'étais assez content finalement de travailler sur des films que peu de gens connaissaient. Donc là, c'est des extraits. C'est ça, c'est les extraits, Manfred. Hein. Oui. C'est des extraits. Qu'est-ce que t'as? Oui, ce sont des extraits du film L'Ange.
C'est magnifique, hein. Moi je ne connaissais pas très peu votre travail. J'ai commandé le livre. J'ai commandé le livre qui est arrivé sur une petite île en Bretagne, donc je vais le retrouver en arrivant chez moi. Et bravo, je suis, c'est hypnotisant. Et en plus les formes, je trouve qu'il y a des formes très différentes aussi dans la narration et dans ce que vous racontez, dans le... et vraiment, je suis éblouie. Merci. Vous avez commandé quoi? Je n'ai pas compris. J'ai commandé le film. J'ai commandé le livre de Jacques Kervabon, qui vient de sortir. Et donc voilà. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres actions, d'autres retours. On va peut-être passer à la dédicace Jacques, non, c'est comme tu veux. Non, enfin, je pense que la réaction est assez éloquente. C'est-à-dire que quand on comprend pourquoi on s'attache à ce cinéma hypnotique, fascinant, qu'on a envie de passer du temps avec ces films. Et c'est vrai que en passant du temps avec ces films, une des difficultés, c'est qu'après, il y a beaucoup du cinéma qui paraît terne. On a un peu de mal à revenir à des choses un peu plus terre à terre. Enfin, c'est le risque. Oui. J'ai fondé ma société en 1994 pour éditer des films expérimentaux, d'abord en VHS. Et j'ai décidé de... Je t'ai pas présenté, donc c'est Philippe Chodorov, le créateur de l'édition Revoir. Revoir, qui édite tous les films de Patrick Bokanowski et qui sont en vente à la boutique. Donc voilà, je voulais juste dire l'anecdote, c'est qu'au début, je me suis dit il faudrait qu'il y ait des films classiques et des films contemporains. Et qu'il y a des films américains, européens et d'autres. Donc, la première année que j'ai sorti 3 cassettes VHS, j'ai choisi Maya Deren, les films d'Ada de Hans Richter des années 20, et les films de Élange de Patrick Bokanowski. Et c'était les 3 jalons
les 3 premières pierres qui constituent maintenant un panorama très très large. Mais je pense que ce cinéma fait partie d'un cinéma contemporain expérimental important. Merci. Et disponible ici. Et disponible ici. Écoute, merci déjà à toi de nous recevoir. Ben non, mais... À Jacques d'avoir fait ce travail de titan. Mais oui. À Pile d'être mon éditeur. À Gaël aussi. Je pense aussi à Thierry Garel qui a joué un grand rôle dans tous mes films, qui m'a soutenu pendant toute la durée de ce projet. Et merci à tous d'être là. On va vous applaudir. Merci à vous. Alors, donc les DVD, donc il y a L'Ange, les courts-métrages, le documentaire sur Digné et Le Rêve solaire, tout ça est en vente à la caisse, donc. Et vous, Patrick et Michel, vous pourrez le dédicacer, les DVD, avec... alors, on va se mettre vers la caisse, on va se mettre vers les ventes. Et le livre, évidemment, À la croisée des mondes, aux éditions de l'Œil, qui est en vente à la caisse. Donc, allez à la caisse, achetez, et après, faites dédicacer. Dans cet endroit. Merci. Madame.